pas la prétention aujourd'hui de changer le cours des choses et de révolutionner les relations, mais au moins de faire prendre conscience de ce qui se joue quand on n'est pas reconnu dans son identité, dans ce qu'on est. C'est tout le thème de ce qu'on appelle les représentations, les images qu'on peut avoir pour les uns et les autres. C'est le B2RJ qui a été chargé d'animer, de gérer cette formation en compagnie de certaines et certains collègues du CIDF et en partenariat privilégié avec l'équipe d'ancrage. Donc, les objectifs principaux de la formation ont été les suivants. Donc, de permettre pour les professionnels donc formés de prendre conscience de l'impact de l'interculturalité sur leurs propres pratiques professionnelles, d'acquérir une méthode de dialogue interculturel donc en vue de leur permettre d'améliorer et surtout d'optimiser leur action au contact de leur public, savoir s'extraire de l'influence des critères constitutifs d'identité, donc de leur influence réelle ou supposée, dans le cadre de son activité professionnelle. Je vous présente rapidement le déroulé, le contenu de la formation. Elle s'est déclinée donc en 6 sessions de 2 jours chacune, donc sur 6 thématiques. Donc le lien social et la citoyenneté, la culture, le logement, l'éducation, l'emploi et la santé. Alors une fois je devais faire un travail de théâtre avec une collègue, Julie. Julie se promène en fauteuil roulant, elle est complètement handicapée. Je me suis mis à chercher son appartement directement au rez-de-chaussée en essayant de regarder s'il y avait une porte qui s'ouvrait au rez-de-chaussée. Et puis rien ne s'ouvrait et puis finalement c'est un monsieur qui était là qui m'a demandé si je cherchais quelqu'un. Je lui ai dit Julie, la personne handicapée. Il m'a dit elle habite au 3e étage. Et là je la vois non pas sur un fauteuil roulant mais sur un fauteuil de bureau avec des roulettes, très à l'aise, très décontracté. Et puis à ce moment-là il y a son amoureux qui vient. Et là, je découvre un jeune homme de mon âge à peu près, et qui est complètement valide. Par rapport à cette rencontre, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait tout un tas de préjugés que j'avais sur les personnes handicapées. D'abord, le fait de me dire qu'une personne handicapée n'habitait forcément qu'en rez-de-chaussée. J'étais loin de penser que Julie, avec tout son handicap, pouvait être autonome, se déplacer chez elle tranquillement, toute seule. Je ne pensais pas du tout qu'elle pouvait avoir des rapports amoureux, des rapports sexuels, et d'autant moins avec une personne valide. Je n'arrivais pas à comprendre qu'une personne valide, quand j'ai rencontré son copain, voilà, puisse être en amour avec elle, puisse tomber amoureux d'une personne comme Julie. Je croyais que j'étais une personne relativement ouverte. Là, je me suis rendu compte que, effectivement, il y avait tout un tas de préjugés qui, même pour moi, étaient là, bien présentes. Tout un tas de représentations que je me faisais à propos des handicapés. Et je vois plus une personne normale aujourd'hui dans la personne de Julie, c'est-à-dire quelqu'un qui peut exprimer des tas de choses avec un mode différent. Samira raconte qu'elle et Sophie étaient en formation à l'AFPA. Dans le cadre de leur formation, elles doivent téléphoner à une agence d'intérim pour proposer leur CV. Samira appelle en premier, elle se présente en détail et obtient comme réponse que l'agence n'a aucune offre qui corresponde à son profil pour le moment. Sophie, qui a exactement le même profil et la même expérience que Samira, téléphone immédiatement après elle. Le même salarié de l'agence qui lui répond que son profil les intéresse et lui demande d'envoyer son CV. Samira pense que la différence de réponse est directement liée au nom de Sophie et aux représentations qu'ont les employés de cette agence, ainsi qu'aux quotas ethniques qui seraient, d'après elle, pratiqués dans cette entreprise.
Bénédicte est accompagnatrice à l'emploi. Elle reçoit une femme qui arrive du Yémen et vit en France depuis 2 ou 3 ans. Elle recherche un emploi dans l'accueil secrétariat et elle dit que son mari ne veut pas qu'elle parle à n'importe qui. Elle-même, d'ailleurs, dit adhérer à ses valeurs. Cette bénéficiaire bouscule les valeurs personnelles de Bénédicte, celles en pratique dans la société française. Elle se trouve en difficulté dans son positionnement professionnel. Elle ne sait pas si elle doit tenter de faire comprendre à cette bénéficiaire son décalage avec la société française ou si elle doit l'accepter telle qu'elle est et l'accompagner en respectant ses convictions. Elle pense même un moment la renvoyer vers un autre accompagnateur tant la situation la met en difficulté. Elle s'est finalement tournée vers une collègue qui l'a aidée à mieux comprendre la situation et à trouver une réponse adaptée. Je suis bénévole à la Page. C'est une association pour personnes handicapées. J'ai emmené un groupe d'handicapés pour manger au restaurant, pour passer une soirée, un karaoké avec terminer à 2h du matin, danser et passer une soirée agréable avec eux. Mais on faisait tâche d'ombre. On ne nous a pas laissé chanter. Le responsable du Majesty, pour ne pas le citer, nous a foutus dehors à 11h30 qu'on a payé jusqu'à 2h du matin. Alors expliquer à des personnes handicapées pourquoi ils nous foutent dehors en disant qu'on ne savait pas qu'ils étaient aussi handicapés. On ne savait pas qu'ils étaient en fauteuil. Bien sûr, on est parti déposer plainte. Hein. C'était très très dur. Je vous jure, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pas pleuré pour moi, j'ai pleuré pour eux. J'ai eu un entretien pour un travail. C'est le CV qui les a intéressés. Mais une fois que j'ai dit où j'habitais, comme quoi j'habitais dans le 16e arrondissement de Marseille, la personne qui me recevait m'a dit si vous n'avez pas le véhicule, ça ne sera pas possible parce qu'il faut que vous soyez à l'heure. Et comme on est dans le 16e, 15e, du coup, ça nous pénalise par rapport aux moyens de transport. On est coupé pour l'emploi s'il s'agit d'un emploi vers les quartiers sud de Marseille. La discrimination, fondamentalement, c'est la différence entre la loi, ce qui serait une loi universelle, comme on a parlé tout à l'heure de culture universelle, et ce qui est la question de la marchandisation et du marché, quoi. Et finalement, quand on est handicapé, on ne peut pas aller dans une boîte commerciale, ça fait moche, ça fait tâche. Quand on va chercher un boulot, où c'est le prénom qui fait tâche. Enfin, c'est la question du marché qui, à chaque fois, fabrique discrimination. Moi, j'aime beaucoup les nouvelles devises qui sont en train d'émerger, qui viennent, là, pour le coup d'Afrique. C'est dignité, justice, c'est enfin la liberté réelle, l'égalité réelle, la fraternité réelle. Et qu'il faut continuer à se battre pour qu'on soit tous dignes, qu'on soit handicapés, qu'on soit, etc. Quand ils arrivent pour demander un stage, voilà, ils trouvent que les portes sont fermées. Nos enfants veulent travailler. Nos enfants, dans ces quartiers, ils veulent lever la tête. Ils travaillent, ils sont intelligents. Pourquoi ils trouvent ce mur-là? Pourquoi c'est une égalité, discrimination? Moi, j'ai dit aux jeunes du quartier nord, ou d'autres quartiers, il faut travailler, il ne faut pas laisser faire. Si vous trouvez l'ascenseur en panne, montez l'escalier et merci. Même si vous n'avez pas été victime de discrimination, autour de vous, les gens qui vous aiment, hein, les gens qui sont vos amis, sont surpris. Moi, j'ai trouvé du travail à 49 ans et ma meilleure amie m'a dit « Eh bien, dis donc, tu as passé vraiment des étapes parce qu'il y a le racisme anti-arabe, tu es algérienne, il y a le racisme anti-gros, tu es grosse, il y a le racisme anti-vieux, tu es vieille. Donc ça, c'était une de mes meilleures amies. Que pensent les autres qui ne sont pas mes amis? La presse, elle parle toujours de négatif pour les quartiers nord. C'est pas normal. Il faut qu'ils parlent un petit peu de positif. Car il y a beaucoup de choses à dire pour le positif, mais quand même, on connaît que la presse, c'est l'oxygène de démocratie. Il faut qu'on parle de positif, il y en a beaucoup, mais c'est une guerre contre nous, je ne sais pas pourquoi. Dans la formation,
On a eu beaucoup de, justement, de volonté des intervenants d'amener les stagiaires à changer, à renouveler, à peaufiner le regard. En visite chez son médecin généraliste, dans la discussion, elle lui dit qu'elle souhaite trouver du travail. Spontanément, le médecin lui signale que si elle travaille, elle risque de perdre ses aides sociales. Or, elle n'en perçoit aucune et n'en a jamais perçu. Immédiatement, il lui vient à l'idée que c'est à cause de son nom, de ses origines maghrébines, que le médecin lui fait cette réflexion. Il pense sans doute, dit-elle, que toutes les familles maghrébines ne vivent que sur les aides sociales. Elle est française, née à Marseille, et se rend au palais de justice pour régler une affaire familiale douloureuse. Étant très fragilisée à ce moment-là, elle demande à son frère de l'accompagner. Sur place, c'est donc lui qui prend la parole le premier auprès de l'agent d'accueil. Celui-ci lui demande immédiatement si elle a besoin d'un interprète, avant même d'avoir ouvert la bouche. Malika pense que l'agent a supposé qu'elle en aurait besoin, parce qu'elle est d'origine maghrébine, qu'elle porte le voile, alors qu'elle est française et née en France, et en plus, elle ne parle pas arabe. Elle a très mal vécu cette situation, même si elle reconnaît que, comme on dit, ça partait d'une bonne intention. Quelquefois, ça part d'une bonne intention que le professionnel propose, ou agisse de telle ou telle manière. Et pourtant, c'est mal perçu. On est tout le temps en train d'être dans l'injonction paradoxale vis-à-vis de la question de la discrimination quand on est travailleur social, en fait, à mon sens. J'ai demandé, comme tout le monde, la demi-gratuité pour mes enfants, pour la cantine. Et mon dossier a été renvoyé à la maison en me disant vous n'êtes pas inscrite à la NPE, vous n'êtes pas inscrite à Pôle emploi, vous faites quoi? Vous ne touchez pas le RSA, vous faites quoi? J'ai lui fait un petit mot à la dame de la mairie en lui disant écoutez, j'ai des enfants en bas âge, j'ai une petite reversion, je m'occupe de mes enfants, je n'ai pas le droit au RSA. Mais j'ai droit à la demi-gratuité parce que je ne plafonne pas. Et j'ai le droit de ne pas être inscrit à la NPE. Je n'ai pas envie d'aller travailler, j'ai envie de m'occuper de mes enfants, j'en ai 8. J'étais obligée de me justifier, j'ai trouvé ça... elle n'a pas le droit en plus. Est-ce que là, cette bienveillance n'est pas menée à l'excès? Un travailleur social, par essence, est curieux de la vie d'autrui et très demandeur pour aider, absolument aider, toujours aider par rapport aux normes sociales qu'il a appris. Donc le droit, c'est plus qu'un droit, c'était un devoir pour elle de poser toutes ces questions-là, même si elles sont très intrusives, effectivement, et qu'elles peuvent gêner, quoi. Il pleuvait, j'allais me rendre chez une personne âgée, j'allais travailler chez elle. J'ai glissé, je me suis fait mal. Je téléphone à l'association, je leur annonce que voilà, je suis tombée, que je ne peux pas travailler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle me répond, la secrétaire? Elle me dit tu as laissé la femme sans repas aujourd'hui, tu vas subir les conséquences. Et je me suis mise en accident de travail. Le 1er mars, je préviens l'association et je leur dis voilà, c'est mon dernier jour d'accident, je souhaiterais reprendre le lundi. On me dit non, vous n'allez pas reprendre, vous attendez, on va vous dire ce que vous allez faire, on va vous appeler. J'attends le lundi, mardi, mercredi, jeudi, une semaine, 2 semaines. Du coup, je ne suis plus en accident de travail, je ne travaille plus. Par la suite, le patron, il m'a licencié. Il a compté des jours, tous les jours que je n'ai pas travaillé, c'est des absences injustifiées. J'ai droit aux congés payés, il me les a déduits. Solde pour tout compte, j'ai pas eu. Ma paye que j'avais travaillé le début février, il me les a pas payés. J'ai pas pleuré devant eux parce que je me suis montrée forte et comme quoi je me laisse pas faire. Il y a ma fille qui était scolarisée dans un lycée privé. Moi et notre maman, on a demandé de créer une association de parents d'élèves. Rien que pour cette raison, ma fille et sa fille, elles ont été exclues, renvoyées de ce lycée.
J'ai tapé à toutes les portes, j'ai vu tous les lycées publics, et malheureusement, un renvoi d'un privé, ça passe jamais dans un public. Cet enfant, elle a été déscolarisée 4 mois. Il a fallu attendre jusqu'à qu'elle atteigne ses 16 ans pour lever la main, pour dire que maintenant, c'est plus l'éducation nationale. Adressez-vous à la mission locale, à la MJI, la mission générale d'insertion, voilà. La fragilité du statut social fait qu'on va en fait utiliser le droit formel pour éventuellement, par exemple, vous virer les enfants, ne pas virer de l'emploi, etc. Des gens à statut social fragile. Les salariés des services publics et le monde associatif a, me semble-t-il, une responsabilité particulière pour accompagner, aider les gens pour qu'ils deviennent aussi assez forts par rapport à la faiblesse, pour les aider, pour renforcer et dépasser la fragilité du statut social. L'éducation nationale, qui était un très beau concept, certainement au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle, a commencé finalement à montrer ses limites en matière d'égalité des droits et des chances des jeunes lycéens, et de toutes les conséquences ensuite que ça a, les euros, etc. Et l'aveuglement des personnels du service public qui ne se rendent pas compte à quel point, finalement, ils accueillent mal et ils ne se défendent pas. Et les profs qui ne réagissent pas quand ils voient un cas, on est tous perdants quand il se passe ce genre d'histoire et qu'on ne réagit pas solidairement. Je suis Florence Lardion de l'Université du Citoyen. Et donc je voudrais apporter le retour, en fait, un retour d'expérience qu'on mène depuis plusieurs mois sur le thème du vivre ensemble et de la citoyenneté dans les quartiers. La première chose qui est ressortie, c'est l'impact de ce qui est véhiculé sur les quartiers. Et deuxième chose qui rend aussi la vie très compliquée des femmes, c'est certaines politiques territoriales qui ont été faites soi-disant pour améliorer la vie dans les quartiers, comme mettre un centre commercial à proximité ou faire un bus pour aller à la plage d'été. Mais le message finalement qui est reçu in fine, c'est mais finalement on veut qu'on reste entre nous. Et donc ça crée aussi des distances justement entre nord et centre, enfin si on peut dire ça comme ça. Mettons à distance les préjugés sur les quartiers. Dans les quartiers, il y a beaucoup de femmes, de citoyennes ordinaires, mais pour qui c'est très compliqué, mais aussi qui sont aussi très porteuses d'initiatives solidaires, citoyennes. Quand j'entends, on a voulu créer une association de parents d'élèves et ça nous a été refusé parce que ça n'a été jamais fait, ça me fait complètement bondir. À un certain âge, donc on ne vous prend plus au sérieux parce que vous n'êtes pas, solvable, parce que vous avez un certain âge, parce que je pense que j'ai plein de choses à donner, hélas, et on ne me prend pas au sérieux, voilà. J'ai travaillé à l'Institut Paoli Calmette, au service de radiologie. J'avais une collègue qui avait plutôt tendance à avoir certains préjugés. Nous étions en radiologie et à l'accueil, donc, nous avons commencé à discuter, puis elle a dû remplir une fiche. Je lui ai donné bien sûr mon nom, mon prénom, jusque-là tout va bien. Mon adresse, rue de la Pinède, tout va bien. Herbel. Ah, mais tu habites une cité. Oui, mais rassure-toi, c'est pas Chicago. Hein. Ah, mais tu sais, c'est mal vu, ici tu auras des problèmes. Oh, je pense pas. On ne sait pas, et puis là-bas, c'est plein de délinquants. Oh, tu sais, je dis le pas, je braque pas. Alors sois tranquille. Zora est en situation de recherche d'emploi et elle se rend à un rendez-vous avec le conseiller de la NPE. Lorsque le conseiller regarde son CV et qu'il lit son adresse dans le 15e arrondissement de Marseille, il a la réaction suivante. Il lui dit « Vous habitez dans un quartier chaud, vous êtes grillé au niveau du travail. » Alors Zora était très très en colère de cette réaction. D'abord parce que tout le monde dans le quartier était mis dans le même panier
et ensuite parce que tous les habitants du 15e étaient considérés comme des voyous. Elle est accompagnatrice à l'emploi. Elle reçoit pour la première fois une femme comorienne qui a une démarche lente et présente des difficultés d'expression en français. Elle réagit en pensant qu'il lui faudrait sûrement une remise à niveau et que la recherche d'emploi et l'accompagnement allaient être sûrement très difficiles. En fait, la dame était très autonome et dynamique dans ses recherches, et l'accompagnement s'est relativement bien passé. Florence a réalisé qu'elle n'avait pas suffisamment laissé la possibilité à cette bénéficiaire de faire ses preuves. Le domicile, c'est peut-être l'identité première par laquelle on va vous classer, vous catégoriser et du coup adopter une posture professionnelle plus ou moins légale, plus ou moins ouverte. Il y avait une amie que son enfant était très très malade. Elle donne son adresse, la Castellane, cette nuit-là. Le médecin, il n'a pas voulu venir. Il lui a dit si vous pouvez y aller aux urgences. Cette dame n'a pas de véhicule. Elle va appeler, je ne sais pas, les pompiers juste parce que sa fille, elle a de la fièvre ou non. Elle m'a appelé à minuit, me dit s'il te plaît, si tu peux amener ma fille aux urgences parce que le médecin ne veut pas venir. C'est vrai que le domicile, c'est un gros problème. D'ailleurs, même les livreurs, ils ne nous livrent pas. Quand un enfant il meurt dans une école qui se fait poignarder ou quoi que ce soit, il y a une aide psychologique. Pourquoi nous, on n'a pas le droit à l'aide psychologique? Il n'y a pas d'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, parce qu'on habite fond vert. Il y avait un véhicule qui était en train de brûler. On a téléphoné aux pompiers. Pendant 1h30, ils ne sont pas venus. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous trouvent pas. Et que les pompiers sont juste à Saint-Antoine, juste à côté. C'est grave. On est tout le temps en train d'effacer les noms des quartiers ou de les mettre en valeur selon qu'on veut en donner une image pour renforcer les stéréotypes ou au contraire rendre la ville belle. On a plutôt tendance à d'abord se présenter comme Marseillais ou Marseillaise ou alors enfant de tel quartier. Donc c'est aussi la façon dont nous, on se pense, comment nous, on se construit ensemble, comment on se présente aux autres et comment on fait communauté, soit de quartier, soit de genre. Peut-être que nous aussi, on doit penser nos postures. J'appartiens à une direction qui s'appelle la direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, qui est une des directions qui dépend du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration au ministère de l'Intérieur. Et j'ai en charge une thématique qui s'appelle les valeurs de la République. Dans l'émission du Fonds européen, il y a tout un travail sur le travail nécessaire que la société d'accueil doit faire en direction des publics, puisque l'intégration comprend deux parties. La personne qui arrive et qui doit faire un effort pour s'intégrer dans la société française, et la société d'accueil qui, comme son nom l'indique, doit accueillir. À mon sens, c'est le projet que nous finançons sur les actions à l'interculturalité le plus abouti qui existe sur le territoire national. On n'a pas de choses aussi parfaites. Donc, à Marseille, il y a aussi des choses très bien.